évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je sais. Bonjour et bonsoir, chers amis qui suivez 5 sur 5 médias émettant à partir de Washington, D.C. Je voudrais un peu parler de la situation politique qui a récemment eu lieu en République démocratique du Congo et bien sûr qui est toujours en train de progresser, à savoir les élections présidentielles et législatives qui évidemment n'ont pas seulement divisé les Congolais, mais beaucoup d'autres pays en dehors de la République démocratique du Congo. Effectivement, je ne dis pas que j'aurai le premier ou bien le dernier mot, que ce que je vais vous dire, ça sera donc le dernier mot. Mais tout simplement, je voudrais aussi apporter ma pierre, parce que je sais que je suis témoin oculaire et auriculaire pendant notre génération. Car c'est à nous d'écrire l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons aussi contribuer, parce que si nous laissons les faits et paroles qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui, à la longue, cela donc tombera dans les oubliettes de l'histoire et ça sera falsifié par les vainqueurs. Car vous savez, dans beaucoup de pays, et puis spécialement en Afrique, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire et qui semblent avoir le dernier mot. C'est pour cela que nous devons aussi contribuer à maintenir la vérité. Moi, c'est Mac Lushimba. Et mon sujet d'aujourd'hui, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc, la nomination, je vais dire, de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo et ses conséquences. Avant d'y arriver, je voudrais un peu faire un petit recul, non pas trop loin, c'est-à-dire pas trop loin dans un lointain passé. Donc je vais commencer par les années 90. Et on va remonter lentement pour voir ce qui a toujours été, ce qui arrive toujours dans l'histoire de la République démocratique du Congo, ce qui a fait que beaucoup de Congolais croyaient que cette fois-ci, il y aura un changement dans le chef de nos politiciens, mais qui, malheureusement, ils sont encore passés, donc, à côté du poteau. J'ai fait des audios et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont vraiment apprécié cela. Comme vous le savez, je suis sur YouTube et sur Facebook pendant beaucoup de temps. Presque 10 ans. Et je pense que je suis parmi les gens qui, dans le passé, faisaient des vidéos et qu'on lançait au monde. Et parmi les gens qui nous suivaient, il y avait nos frères et sœurs congolais. Et parmi notre travail, j'avais remarqué une chose, que beaucoup de Congolais, souvent quand on leur envoyait des messages, des vidéos, qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, mon frère, ne m'envoie pas ces histoires-là. Moi, je n'aime pas la politique. Vous savez, moi, je suis chrétien. Mais curieusement, aujourd'hui, si vous regardez ce qui est en train de se passer au Congo, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus chrétiens maintenant. Tout le monde est devenu politicien, tout le monde est devenu politologue, tout le monde est devenu critique. À tel point que nous ne savons pas qui fait quoi maintenant. Mais puisque même des gens qui n'ont pas su là où les choses ont commencé, où elles sont aujourd'hui, et qu'est-ce que ça peut produire demain?
il y a une sorte d'imbroglio. J'ai toujours dit que ce qui tue le peuple congolais, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui fait que le peuple congolais est là où il est aujourd'hui. Et beaucoup de politiciens aux manettes du pouvoir ont toujours fait de façon que cette ignorance là-bas demeure. Évidemment, pourquoi? Parce que ça leur porte bonheur. Ça garantit leur pouvoir et ça protège leurs intérêts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en République démocratique du Congo? Ce n'est pas nouveau. Ça a commencé dans le passé et c'est arrivé au présent. C'est pour cela que j'ai dit nous devons en parler pour que ça ne puisse plus se reproduire dans l'avenir. Les politiciens congolais ont toujours tapé à côté du poteau à des moments critiques, des moments historiques. Donc des moments où le peuple congolais attend vraiment que ces gens-là puissent travailler sérieusement, préserver l'unité nationale, la sécurité du pays et faire progresser donc la République démocratique du Congo sur le véritable chemin de la paix et de la démocratie. Cela n'a jamais eu lieu malheureusement. Si nous essayons de rentrer dans les années 90, vous verrez que c'était presque la même chose. Au moment où le vent de la démocratie était entré sur le continent africain, on avait vu que au Zaïre aussi, cela est arrivé. Il fallait aller à la conférence nationale souveraine pour donc convaincre Mobutu à ce qu'il puisse abandonner le pouvoir afin que des politiciens puissent mettre sur place des voies et moyens qui pourraient lancer le Zaïre en ce temps-là sur le chemin de la démocratie. Vous avez vu, pendant 6 ans au moins et demi, c'est-à-dire de 1990 jusqu'à 1996 et quelques mois, les politiciens congolais, comme d'habitude, s'étaient perdus dans des jeux politiques. Mobutu a corrompu tout le monde. Mobutu s'est éternisé au pouvoir. Et on ne sait pas là où ce jeu-là allait partir, donc allait arriver. Si Laurent Désiré Kabila n'était pas venu pour changer la donne. Comme je l'ai dit, Mobutu a corrompu tout le monde. Et il y a eu des traîtres, toujours parmi les politiciens congolais. On a parlé de Nguza Karlibonde, qui avait donné vraiment un coup fatal dans l'union sacrée de l'opposition radicale, qu'on a appelée USOR en ce temps-là, pour tenir le fauteuil de Mobutu. Et Mobutu, récupérant le souffle, a nommé maintenant des ministres. On a vu de Mungul Diaka, de Kengo Odondo sont arrivés là-bas, beaucoup de choses que vous connaissez. Tout ça, ils ont mis Étienne Tshisekedi Mulumba de côté, qui pourtant était plébiscité comme le favori qui devait être Premier ministre de transition, conduire donc la République du Zaïre vers un lendemain meilleur, un lendemain de démocratie. Et Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas amené les Rwandais et les Ougandais au Congo, mais que les Rwandais et les Ougandais, avec l'aide des Américains, ont amené au Congo. Parce que Laurent n'avait pas d'argent, n'avait pas d'armée. Ils sont venus changer la donne et Mobutu est parti. Et comme leçon, la leçon que les Congolais n'ont jamais apprise, c'est quoi? Si vous ne voulez pas travailler vous-même pour le bien de votre pays, si vous n'êtes pas sérieux, donc dans ce que vous devez faire pour votre pays en tant que politicien, sachez que quelqu'un d'autre viendra le faire. Et si ce quelqu'un d'autre-là le fait, il ne le fera pas gratuitement. Vous devez payer la facture. Et parfois, vous devez payer cher. Pourquoi la personne ne le fera pas selon ce que vous voulez, vous politiciens, selon ce que le peuple congolais le veut. La personne ou bien les personnes le feront selon ce qu'ils veulent. C'est ce qui a eu lieu quand Laurent Désiré Kabila, qu'on a mis à la tête d'un mouvement armé par les anglo-saxons, avec leurs agents sur terrain, les Ougandais et les Rwandais, vous avez vu. Il est arrivé, ils ont commencé à faire les choses à leur manière. Et on a vu les mêmes politiciens congolais sans honte ni sans vergogne se lever encore. Oh, Laurent Désiré Kabila, tu es dictateur, tout ça.
Ils voulaient que Laurent Désiré Kabila leur donne le pouvoir, qu'ils partagent le pouvoir avec eux sans rien faire. Donc, pour avoir été donc distrait, pour avoir joué pendant plus de 6 ans, Laurent Désiré Kabila n'a pas duré. Il est passé et le fauteuil présidentiel est resté vide. J'ai toujours dit, il y avait des leaders charismatiques en République démocratique du Congo en ce temps-là, parmi lesquels Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui se disait toujours populaire. C'était en tout cas pour lui une bonne occasion pour prendre le pouvoir. Étienne Tshisekedi ne l'a pas fait. Jusqu'à ce que Joseph Kabila, un petit de rien du tout, qui a quitté, il est allé même au Zimbabwe pour organiser les funérailles de Laurent Désiré Kabila. Il est revenu à retrouver encore le fauteuil présidentiel vide et il s'est mis là-bas. Il a commencé à régner toujours, comme vous savez, c'était un coup concocté par les Ougandais et les Rwandais. Ils ont encore récupéré le pouvoir en mettant Laurent Désiré Kabila de côté. Pourquoi? Parce que Laurent avait voulu montrer, il montrait déjà des signes patriotiques pour œuvrer pour le Congo et protéger le territoire congolais et les richesses du Congo et les intérêts des Congolais. Joseph Kabila, guidé par des mains extérieures, a commencé à faire non pas la volonté du peuple congolais, mais la volonté de ceux qui l'ont mis là-bas. Et vous avez vu, il y a eu encore des plaintes. Les politiciens congolais, toujours paresseux, ne voulant pas travailler, mais ils veulent seulement que quelqu'un d'autre vienne, qu'il travaille pour eux et leur donne le gâteau. Ils ont commencé à se lamenter. Oh, vous savez, Joseph Kabila, c'est un Rwandais, tout ça. Il y a eu trop de slogans. Beaucoup de gens dans l'opposition, on a vu des combattants en Europe, en Amérique, parmi lesquels, s'il faut citer des leaders politiques, Étienne Tshisekedi disait cela. On a organisé des élections en 2006, en 2011, et tout le monde était d'accord que Joseph Kabila avait triché à ces élections là-bas. Et la Senko, que beaucoup de gens condamnent aujourd'hui, s'est battue pour restaurer la vérité des urnes. Mais si je peux dire que il y avait une inefficacité dans les démarches d'Étienne Tshisekedi pour produire des preuves, disant que ces élections étaient volées. Tout le monde le savait. C'est comme aujourd'hui encore, vous êtes en train de dire où sont les preuves. Mais c'est pour cela qu'au fil des ans, beaucoup d'opposants ont étudié des leçons. Et même la Senko a appris des leçons. C'est pour cela que vous avez vu, il y a eu trop de troubles. Et nous tous, Congolais, sans nous mentir, sans nous flatter, nous avons prouvé aux yeux du Congo et du monde que nous étions incapables de bousculer Joseph Kabila par les armes. Il a fallu le caresser, donc plaider, le pousser petit à petit. Et Kabila ne voulait pas se laisser faire. Il a tué beaucoup de Congolais. Il a blessé d'autres. Il a envoyé d'autres en exil. Il a démis beaucoup de leurs fonctions, car il se sentait et il se sent encore maître de la République démocratique du Congo. Et dans ce tas de désordre, ce cafouillage de combats politiques, physiques, il fallait pousser Joseph Kabila pour qu'il puisse organiser les élections quand? En 2016. Et Kabila voulait changer la constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Des Congolais se sont levés. Il y a ceux qui sont morts, parmi lesquels les membres de l'UDPS sont morts, et de beaucoup de partis politiques. Beaucoup de politiciens étaient emprisonnés. Il a fallu des négociations. Oh, la rencontre du camp Tchatchi, je ne sais pas, camp de l'OIA, partout ils sont allés. Les politiciens congolais, ils sont allés, mais vous avez vu, toujours avec les mêmes habitudes. Il y a encore des corrompus. Pendant que les autres membres de l'opposition négociaient ici, il y a d'autres qui avaient accepté d'aller avec Kabila, se mettre et commencer déjà à se partager le gâteau. Confusion sur confusion. Après 2 ans, confusion sur confusion. Et ça aboutit à quoi? À ce qu'on appelait les accords de la Saint-Sylvestre. Imaginez-vous, de 2016 à 2018,
après toutes les tractations que vous connaissez, Kabila, enfin, a fait semblant de fléchir pour accepter d'organiser des élections. Et il est venu avec une nouveauté, c'est-à-dire la machine à voter, que beaucoup nous avons appelé la machine à voler. Vous avez vu, les opposants étaient tous d'accord qu'ils ne voulaient pas de cette machine-là, parce qu'ils voyaient dans ça un moyen de tricherie par la Kabylie, c'est-à-dire le système de Joseph Kabila en place au pouvoir. Tous étaient d'accord. Jusqu'à ce que vous avez vu, certains politiciens congolais ont commencé à se démarquer de la philosophie initiale qui consistait à insister qu'ils n'iraient pas aux élections avec la machine à voter. De cela, il fallait trouver des stratégies. La stratégie, c'était quoi? Chercher un candidat commun pour ne pas laisser une grande marge à la Kabylie de frauder durant ces élections. Les opposants se sont rencontrés dans beaucoup de points, dans beaucoup de coins, jusqu'à ce qu'il fallait aller fignoler leur histoire où, à Genève. Tous étaient là. Ils sont entrés là-bas, 2 ou 3 jours, ils sont sortis avec comme candidat commun Martin Fayoulou Madidi. Tout le monde était là, on les a photographiés, ils ont tout fait là-bas, ils ont même parlé, on a vu ma Félix Tshisekedi dire, le changement aujourd'hui c'est Martin Fayoulou. Ils ont signé des papiers là-bas, code de discipline, ils ont juré là-bas de ne plus trahir le peuple congolais. S'ils le trahissaient, ils seraient mal vus, ils prendraient toute la malchance sur leurs épaules, et ils sont sortis comme ça, vous avez vu, patatras, après 24 heures, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont retirés des accords de Genève. Il y a eu maintenant des déclarations à gauche et à droite. À entendre parler les politiciens, tout le monde semblait avoir raison. Maintenant, nous, en tant qu'intellectuels congolais, observateurs, il ne fallait pas avoir confiance en quelqu'un. Il fallait les observer. Donc, observer ces politiciens-là pour voir comment est-ce qu'ils allaient se comporter. Donc, après les accords de Genève. Et c'est de là qu'il y a eu la scission générale. Il y a eu ceux qui avaient continué à adhérer aux accords de Genève, qui sont restés dans ce qu'ils ont appelé le club de Lamuka. Donc, ceux qui se sont retirés, c'est Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils ont créé CACH, Cap pour le changement. Ils ont commencé maintenant à œuvrer dans 2 directions différentes. Et le discours de Félix Tshisekedi a changé. Lui qui disait auparavant qu'il n'irait pas aux élections comme les autres politiciens de l'opposition, s'il y a la machine à voter, qu'il irait bien sûr sans machine à voter, a changé. Avec ou sans machine à voter, il irait aux élections. C'est-à-dire lui, l'UDPS, irait aux élections. Et cette philosophie a été embrassée aussi par l'UNC de Vital Kamerhe. Donc, Cash a accepté. Et beaucoup de Congolais ont continué à se poser la question. Pourquoi ce changement, ce revirement à 180 degrés? Tout le monde pouvait avoir raison dans des discussions, comme je l'ai dit. Mais il fallait donner du temps à nos politiciens, c'est-à-dire les observer sur le terrain pour voir et savoir qui fait quoi. On les a observés. Et ce que moi j'ai retenu dans le discours c'est-à-dire aller aux élections avec ou sans machine à voter, pour moi, il y a quoi? C'est une sorte de... Ce n'était pas par philosophie de dribbler le pouvoir de Kabila. Parce que c'est ce que les gens de Cash disaient. Ça dit Kabila traîne pour organiser les élections. Nous, en tout cas, nous ne voulons pas le laisser du temps. Lui laisser du temps, c'est-à-dire avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Ce n'est qu'après, moi j'ai observé, ça c'est mon observation, j'ai vu que cette façon de faire les choses n'était pas pour dribbler la Kabylie. C'était pour tacler leurs amis opposants qui étaient restés dans le club de la Mouka. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'après que les gens ont compris que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi étaient corrompus par la Kabylie.
Et la Kabylie leur avait donné pour devoir de tacler les gens de la Mouka, d'aider la Kabylie à tacler le club de la Mouka. C'est-à-dire, si les gens de la Mouka, comme ils disaient, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter, c'était déjà une aubaine pour Cash. Et Cash priait beaucoup pour que la Mouka puisse maintenir cette philosophie jusqu'à la fin. C'est-à-dire boycotter les élections pour que Cash puisse aller avec la Kabylie aux élections et se partager le gâteau, comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Heureusement, les conseillers de Cash ont eu aussi des stratégies. Ils ont poussé la CENI jusqu'à obtenir une concession, c'est-à-dire la CENI a accepté que nous n'allons pas utiliser le système Wi-Fi, système électronique de ces machines. Nous allons boucher tous les ports USB, nous allons utiliser ces machines donc en tant qu'imprimante. C'est-à-dire quand vous allez là-bas, ce n'est plus électronique, c'est électrique. Donc vous voyez la photo, vous appuyez, et puis ça print, bon, ça imprime, comme on dit en français. Ça imprime la photo et le nom, donc, de la personne, bien des personnes que vous avez votées, et vous allez déposer ça dans le ballot là-bas, là où on dépose les votes des gens. C'était ça qui était ressorti de leur presque leur dernière réunion. Et il fallait aller aux élections. Mais avant cela, vous avez vu, il y a eu les campagnes présidentielles. Et durant les campagnes, vous avez observé, vous tous, beaucoup de choses que beaucoup de gens semblent oublier aujourd'hui, quand ils sont vraiment pressés à faire des conclusions là-bas qu'on peut dire partisanes. La Kabylie a commencé donc la campagne électorale présidentielle avant, parce que Ramazani Shadari avait tous les moyens de l'État. Il pouvait aller n'importe où, n'importe comment, faire quoi, dire tout ce qu'il voulait, pendant que les opposants n'avaient pas encore commencé. Et quand les opposants ont commencé, vous avez vu, la campagne était un peu bizarre en ce sens que la Kabylie ne mettait pas les bâtons dans les roues de Cash. C'est-à-dire Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi étaient libres de faire leur campagne comme ils voulaient. Mais quand Cash a dit nous voulons amener un certain nombre d'avions et 2 hélicoptères, selon ce qu'ils ont dit, en montrant tous les papiers à la Kabylie a refusé que tous ces avions là-bas entrent au Congo. Après débat, délibération, discussion, on a permis seulement à Cash de faire entrer un petit avion porteur de 8 places. Vous voyez, Cash déjà avait un retard pour commencer la campagne présidentielle. Et même quand l'avion est arrivé au Congo démocratique, on n'a pas permis à cet avion de voler automatiquement, rapidement. On les a fait encore traîner 2 ou 3 jours. Et ça sonnait quelque chose de flou dans le cerveau des Congolais honnêtes. On a compris que la Mouka était déjà combattue par le pouvoir en place. Pourquoi? Les raisons étaient claires. Parce que Martin Fayoulou était supporté par 2 poids lourds que M. Kabila considère comme ses ennemis personnels, à savoir Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Et quand Martin Fayoulou a commencé les campagnes, d'abord, qu'est-ce que les gens disaient? On a entendu dans les discours, dans la bouche des gens de l'UDPS, de l'UNC. Pourquoi? Parce que quand ils se sont retirés des accords de Genève, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous sommes des grands partis. Surtout l'UDPS disait, nous sommes un grand parti politique. Nous pouvons aller aux élections sans ces gens-là. On ne s'en fout pas. Martin Fayoulou, qui est-il? Il ne pèse même pas sur le plateau de la politique congolaise. Il est seul là-bas. Il n'a même pas de membres dans le Parlement. Son parti politique n'est pas connu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais à leur plus grande surprise, quand Martin Fayoulou a commencé sa campagne, c'était un raz-de-marée. Partout où il allait, il a tiré des masses importantes. Et cela a inquiété la Kabylie de plus en plus. Et c'est cela que vous avez vu.
on a empêché à Martin Fayulu et son équipe de campagne d'aller à certains endroits au Congo démocratique par le pouvoir de Kabila. Les témoins sont là. À Lubumbashi, on a mis des bâtons dans les roues. Martin Fayulu n'est pas allé à Kamina Manono, là où il devait partir là-bas. Hein? Il n'est pas allé au Maniema. Donc les gouverneurs de la Kabylie en place ont incité même des gens, de petits, je ne sais pas à qui ils ont donné de l'argent pour créer des troubles. Et attenter même à la vie de Martin Fayulu. Et quelque part, il y a encore des vidéos qui témoignent. Martin Fayulu est allé échouer à Goma après les incidents de Lumbashi. On lui a refusé d'atterrir, même sur les aéroports les plus proches. Hein? De rester même à Lumbashi, on a refusé. Il fallait qu'il quitte Lumbashi pour atterrir où? On a refusé pour qu'il puisse atterrir à des aéroports les plus proches, parce qu'il fallait qu'il aille même à Kolosi, continuer sa campagne. On lui a tout refusé. Il lui a fallu aller à Goma, trop loin. Et une fois arrivé là-bas, pour encore voler, c'était un grand problème. La Kabylie a refusé, il fallait téléphoner par-ci, par-là. Et tout ça, un Congolais normal, qui a l'amour de son pays, ne doit pas nier qu'il n'y avait pas de bâton dans les roues de la Mouka. Mais pendant ce temps-là, Kash faisait sa campagne, convenablement, sans problème. Et le peuple congolais, vigilant qu'il était, connaissant le terrain très bien, s'est révolté à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont allés au Kivu, le fief de Vital Kamerhe. Arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé des masses, bien sûr, quelque part. Mais pour continuer maintenant, aller dans le Grand Nord, ils ont eu des difficultés. Vous avez vu, mais le peuple kivusien a refusé. Ils ont hué sur Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, appelant Vital Kamerhe traître. Pourquoi? Parce que les Kivusiens connaissaient et connaissent encore le jeu double que Vital Kamerhe a toujours joué. Et je ne sais pas si je suis en train de mentir. Et se sentant lésés, confus, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi étaient obligés de faire quoi? De retourner et d'annuler donc leur campagne côté Nord Kivu. Ils se sont repliés où? Sur Kananga et Mbujimai. Et si nous voulons voir très bien cette idéologie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, monsieur, l'histoire du Congo, il faut faire attention. La raison qui a poussé Félix Tshisekedi à quitter les accords de Genève et Vital Kamerhe, messieurs, les Congolais ne sont pas dupes. Puisqu'il y avait déjà des murmures que l'UDPS flirtait déjà avec le PPRD, la Kabylie. J'ai fait une vidéo dans le passé. J'ai confirmé qu'un ami dans les rouages du pouvoir à Kinshasa m'avait dit, moi, Mac, depuis l'an 2014, au milieu de 2014, que messieurs, vous qui comptez, qui croyez que c'est un Tshisekedi, que ça soit le père ou bien le fils, c'est-à-dire qui va bousculer Joseph Kabila, mettre Joseph Kabila de côté, vous attendrez longtemps. Un ami m'avait dit ça, un ami dans les engrenages du pouvoir de la Kabylie. J'ai posé la question pourquoi. Il m'avait dit qu'ils avaient mordu déjà à l'hameçon. C'est-à-dire l'UDPS prenait déjà de l'argent des mains de Joseph Kabila. Et beaucoup de Congolais le savent. On a parlé d'Ibiza, on a parlé, c'est pas de Paris, on a parlé de beaucoup d'endroits là où, tu sais qu'il dit, père et fils sont allés avec l'UDPS. C'est-à-dire, l'UDPS a commencé des accords secrets, des accords obscurs. Non pas aujourd'hui, depuis longtemps. La différence, c'est que ce n'est qu'après la mort de Tchétchen Tshisekedi que Félix a accéléré maintenant les choses. C'est pour cela que vous comprendrez que quand ils sont allés faire les accords de Genève,
Félix Tshisekedi voulait à ce qu'il soit donc nommé, piqué, donc pointé, voté directement, sans problème. Pourquoi? Parce que selon lui, il était et il est président d'un grand parti politique de l'opposition, un parti historique. Il fallait que les gens arrivent là-bas et disent, nous nous plions tous à ta volonté, tu deviens donc le candidat commun de l'opposition. Et maintenant, vu les accords dans le noir que Félix avait déjà fait avec la Kabylie, ça allait aussi être un grand danger. Et les Congolais n'allaient pas savoir que l'UDPS était corrompu. Heureusement que le choix est tombé sur quelqu'un d'autre. En tant que démocrate, il fallait accepter. Pourquoi? Parce que l'urgence, c'était d'abord de mettre Joseph Kabila de côté. Donc, après cela, il fallait maintenant que le Congo connaisse une période de démocratie. Il fallait travailler dur après cette période là-bas. Donc, redorer les institutions de l'État. Donc, remettre l'ordre dans le pays, la sécurité nationale. Beaucoup de choses étaient à faire. Puisque la Kabylie, c'est un grand mouvement enfoncé jusqu'au plus profond de la terre. On ne pouvait pas donc éliminer ce mouvement. Et même aujourd'hui, on ne peut pas l'éliminer facilement. C'est ce qu'il fallait se concentrer sur. Mais Félix Tshisekedi, en se retirant, une chose que j'allais oublier, il fallait voir les images. Quand Félix Tshisekedi parlait sur son cellulaire, il répondait donc à l'interview d'un certain journaliste de Top Congo. Il fallait voir. Il était stressé. Et ce n'est qu'aujourd'hui que beaucoup de gens qui ont vraiment donc un esprit d'observation peuvent comprendre qu'il était sous pression. Pourquoi? Il a fallu qu'il quitte. Puisqu'en allant là-bas, dans les accords de Genève, et comme il est sorti, non pas en tant que le candidat commun, la Kabylie a eu peur. Et que notre pion a perdu là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Il fallait le récupérer. Le récupérer comment? En mettant la pression. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles lancées par les gens de l'ANR qui disent qu'il y a même des audios, ce n'est pas même des vidéos là-bas. Là aussi, les gens de l'UDPS font fion. La Kabylie était prête à lancer ces vidéos là-bas, à lancer des signes disant qu'il y a eu collusion entre l'UDPS et le pouvoir dans le passé à plusieurs reprises. Et c'est ce stress-là qu'on pouvait lire sur le visage de Félix Tshisekedi quand il parlait à son cellulaire. C'est-à-dire qu'il était coincé. Eh, mais si tu veux nous quitter, essaye. Et tu vas voir, nous allons divulguer toutes choses. C'est pour cela qu'il était lié d'avance. Il fallait qu'il retourne dans la ligne de la Kabylie. Et comme Vital Kamerhe, et vous tous vous savez, non pas seulement nous, a toujours été un pion de Joseph Kabila. Comprenez pourquoi ils ont quitté les accords de Genève, ils sont allés où? À Kenya, Nairobi. Et leurs histoires, quand ils les ont faites à Kenya, Nairobi, c'était sous les auspices du gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui avait tout arrangé là-bas. Et vous comprendrez pourquoi, pendant les campagnes, Kash n'était pas dérangé. Pourquoi ils sont retournés eux-mêmes à la place que voulait la Kabylie. C'est-à-dire que c'était une prolongation de la Kabylie. C'est ainsi que les campagnes sont achevées. Il y a eu trop de mécontentement. Pourquoi? Parce que les politiciens ne sont pas allés, n'ont pas réussi à couvrir donc toutes les villes et tous les villages qu'ils comptaient visiter. N'ont pas rencontré le peuple congolais partout où ils pouvaient aller, où ils voulaient aller, selon leur agenda, leur programme. Ils se sont repliés là-bas et c'était le jour des élections. Et pendant que les élections se faisaient, il y avait des débats à la radio et à des télévisions, au Congo et en dehors du Congo. Et tout Congolais honnête a remarqué que
pendant qu'on faisait des débats, les gens de FCC, c'est-à-dire qui soutenaient Shadari, c'est-à-dire, bon, ça c'est la Kabylie, et les gens de Cash étaient tous contre les représentants de la Mouka. Ce qui avait sonné quelque chose de suspect dans ma tête. Comment voulez-vous, vous dites que Cash, vous êtes des opposants. Mais quand il y a débat quelque part, au lieu d'attaquer FCC, qui est le pouvoir en place, qui a détruit le pays, qui est le pouvoir en place, donc qui a amené le pays là où vous condamnez. Mais les gens de Cash épargnaient dans les représentants de FCC. Et ils prenaient donc, le maximum de leur temps pour attaquer les gens de la Mouka. Et c'est là où beaucoup de gens ont commencé à les trouver suspects. Moi, personnellement, je les trouvais suspects. Je disais même à mes amis, ah monsieur, maintenant ça se concrétise. La preuve est là que ces deux-là, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont déjà mordu à l'hameçon. Je disais même à mes amis, et vous allez voir ce qui va se passer. Après tout ça, qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Aller aux élections. On a voté. L'Église catholique organisée donc dans un ensemble qu'on appelle Senko avait déjà préparé 40 000 observateurs. Et ces observateurs là-bas avaient des téléphones intelligents, que vous appelez en anglais smartphone. C'est-à-dire quand ils allaient dans un bureau de vote, après le vote, à la fin, on dépouillait les choses là-bas, on fait des calculs là-bas, chaque candidat, c'est-à-dire Martin Fayoulou a eu autant de voix, Félix Tshisekedi a eu autant de voix, et Emmanuel Shadari a eu autant de voix. Quand ils faisaient tout ça, ils imprimaient ça, ça venait des mêmes machines à voter. Et quand on imprimait ça, vous avez vu, grâce aux téléphones intelligents que beaucoup d'observateurs avaient, non pas seulement les observateurs de l'Église catholique. Vous avez vu que l'Internet était inondé de résultats. Et pour la plupart des résultats qu'on envoyait, Congolais, soyons honnêtes, on peut même les chercher dans nos ordinateurs et les exposer. La plupart des résultats montraient que c'est Martin Fayoulou Madidi qui était en avance par rapport à Tshisekedi Félix et à Ramazani Shadari. Vous avez vu? Donc il y avait déjà un engouement. Les gens étaient excités. Et c'est ça même la raison qui a fait que la Kabylie a vu, hey, les gens vont connaître la vérité. On n'aura plus le temps ni le moyen de les dribbler. Comprenez pourquoi ils ont coupé l'Internet et la radio. Quelle radio? Non pas le radio là-bas de Mafia, RTNC, tout ça. Ils ont coupé des radios internationales. Car ils savaient qu'à partir de là, il y a eu quand même des témoins venant d'autres pays africains qui pouvaient raconter ce qu'ils ont vu là-bas. Ils ont coupé tout. Et pendant cette période de 20 jours, presque un mois, la Kabylie maintenant est entrée dans son laboratoire pour commencer maintenant à faire quoi? À changer, à trafiquer le résultat petit à petit. Loin des regards du peuple congolais, loin des oreilles du peuple congolais. Allez sur ma page Facebook, sur mon mur. J'ai même écrit un article que je sentais l'odeur d'une suspicion quelque part. Kabila, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'accrocher au pouvoir. Et comme il ne veut pas partir, il y a 3 options devant lui. Et Kabila aura à choisir devant ces 3 options. Allez sur ma page Facebook, j'ai écrit ça avant même la proclamation des résultats. La première option, j'avais dit, Kabila donc va se plier aux résultats. S'il est vraiment honnête ou bien coincé quelque part. S'il ne se plie pas, deuxième option, Kabila va jongler avec les résultats. Parce qu'il était encore maître de la CENI et de toutes les institutions là-bas, donc en connexion avec les élections. Il ordonnerait à Corneille Nangaa de trafiquer les résultats. C'est-à-dire de prendre l'homme qu'il voudrait, lui,
qu'il gagne ces élections, il le mettrait là, il prendrait le résultat du vrai opposant qui gagnerait, on va le réduire. Et cela créerait un grand désordre. Pourquoi? Parce que Kabila le ferait, s'il le faisait, c'est-à-dire, c'est avec l'intention de diviser le peuple congolais, de créer la haine dans la société congolaise, le trouble qui conduirait à des tractations, des négociations qui feraient à ce que les politiciens se détesteraient, se tourneraient le dos, le peuple congolais se tournera le dos les uns contre les autres, et lui, Kabila, va chercher à gagner du temps. Et cela allait créer quoi? Des tractations qui aboutiraient à des négociations politiciennes pour la fabrication d'un gouvernement de large union nationale. J'ai dit ça. Deuxième option. Parmi mes options, la troisième, j'ai dit, ou bien Kabila ne fera pas ces deux-là. Il va seulement s'imposer physiquement comme ça. C'est-à-dire qu'on aille en guerre, automatiquement. Et il y aurait trop de massacres. Car Kabila détient encore l'appareil de l'État. L'armée est dans ses mains et l'argent, tout. Il a tous les moyens pour martyriser et les politiciens congolais et le peuple congolais. C'était les trois options que j'avais mises comme conclusion dans mon article. Hein? L'article est sur Facebook. Allez lire les derniers jours de Joseph Kabila au pouvoir. Ça a vraiment intéressé beaucoup de gens, même dans des pays anglophones, en Namibie, Botswana, Afrique du Sud, que des gens m'ont dit de traduire ça en anglais. J'ai même traduit cet article en anglais. Hein? The Last Days of Joseph Kabila in Power. Allez lire ça. Et vous avez vu, vous tous, ce qui est arrivé. Kabila a choisi la deuxième option, de trafiquer les résultats pour créer tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Et la proclamation a eu lieu, nuitamment. Nuitamment. Et on a proclamé Félix Tshisekedi comme gagnant. Remarquez même, voyez les vidéos, mais le visage des gens qui étaient là. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ont caché? Ils ont coupé la radio, la télévision. C'est pour que vous ne puissiez pas voir ce qui s'est passé. Donc, c'est pour tenir les gens dans le blackout, dans l'obscurité totale. Vous qui dites la vérité, si vous savez que vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas trafiqué les résultats, vous aimez le Congo et le peuple congolais, alors pourquoi est-ce que vous avez caché toutes ces choses? Pour les proclamer après minuit. Donc les œuvres de la nuit, les œuvres de l'obscurité, Makazi Angiza, Misala ya Molili, c'est ce que vous avez fait. Donc vous avez mis le peuple congolais à côté. Et heureusement que parmi les gens qui ont travaillé pour la CENI, il y a eu des techniciens qui savaient entrer dans le système de la CENI. Et c'est eux, les techniciens, qui ont fuité les informations. Les informations révélant le vrai résultat des élections. Et cela a donné Martin Fayulu Madidi gagnant largement avec 62%. Et le deuxième n'était même pas Félix Tshisekedi. C'était Ramazani. Avec 17%. Le troisième, le dernier, c'était Félix Tshilombo, avec 15%. Il y a eu maintenant des débats, c'est faux, ce sont les faux résultats. Mais si vous faites une discussion, montrez, la CENI n'a pas produit d'autres résultats, à part ce qu'on a montré. Le monde entier, les radios du monde, les journaux, les télévisions ont montré les résultats qui ont fuité du système électronique de la CENI. Et la CENI avait menti. Parce qu'il fallait compter les bulletins selon la volonté de la Mouka. Il ne fallait pas utiliser le système Wi-Fi, le système électronique. Il fallait imprimer les bulletins, les mettre là-bas dans les bacs, il fallait les compter. En cas de discussion, il fallait amener ces mêmes bulletins là-bas, les compter un à un pour trancher l'affaire. La CENI n'a pas fait ça.
Pourquoi? Parce que tout juste après les élections, la CENI a transféré donc les données automatiquement, donc électroniquement. Et en les transférant, il n'a même pas fini très bien. Pourquoi? Parce qu'on a coupé déjà l'Internet. Ça causait même des dommages dans le système de la CENI. Il fallait des retards quelque part. Hein? Puisque maintenant, la CENI comptait utiliser le système satellitaire. Et ce retard là-bas, c'est ce qui a aussi permis aux ingénieurs quelque part d'entrer dans le système pour transférer les résultats à des médias et à des journaux. Vous avez vu, Financial Times, TV5 Monde, RFI ont eu des copies. Beaucoup d'opposants en ont eu. Moïse Katumbi a mis aussi la main sur ces copies-là. Il a fait le tour de l'Afrique centrale, Afrique australe, avec des preuves à la main, de chancellerie en chancellerie, pour les montrer, pour ceux qui vont dire tout ça. Mais malgré cela, on a vu des Congolais, des intellectuels, dire non, ce sont de faux résultats. Si ce sont de faux résultats, l'UDPS, l'UNC n'ont jamais produit leurs résultats comme ça. Que ça, ce sont les vrais résultats, c'était comme ça, comme ça. Non, jamais. Rien que de blablabla. Bla, bla, bla. La CENI, oh, je ne peux pas montrer les résultats, ça c'est dans ma juridiction, vous n'allez pas me forcer à faire tout ça. Montrez les résultats. Oh, la CENCO n'a pas droit d'aller témoigner même devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la CENI qui est habilitée. Mes chers amis, Congolais Mtema Mabe. Pourquoi est-ce que le Congo veut se faire un pays particulier pour trancher les différends, les discussions devant la Cour? Tenez, dans des pays où nous sommes, que ce soit en Europe ou bien en Amérique, s'il y a un problème et que la police est en train de mener des enquêtes, on ne peut pas te refuser, toi, pour aider la police à conclure ses enquêtes. Si tu as l'image que tu as prise avec un téléphone cellulaire, prouvant que le dossier qu'on est en train de chercher, l'original, c'était ça. J'ai pris la photo. On ne va pas refuser. Tu vas donner ça au juge, même à l'avocat. Bien que ce n'est pas l'original, mais c'est la photo, la copie de l'original. À partir de cela, les avocats et les juges vont l'examiner au tribunal pour attester de l'authenticité du document en question. Parce qu'un voleur peut prendre les originaux, les déchirer, parce qu'il a envie de voler et de perdre les traces. À partir de ces documents-là, dans un pays là où il y a les gens qui ont un cœur, s'ils attestent que la copie prise par photo, c'est vraiment une copie de l'original, ils vont trancher l'affaire en faveur de celui qui a raison. Mais la CENI a refusé. Oh, monsieur Senko, toi, tu avais seulement le rôle d'observateur, tu n'avais rien à donner au peuple congolais. Non, on ne peut pas te croire. Rien que là, c'est quelle CENI? Une CENI inféodée à Joseph Kabila, à la Kabylie? Non. Si vous continuez à nier, il y a eu un problème qui était arrivé aux États-Unis dans les années 1992. Ce qui avait fait même déposer George Bush père du pouvoir et Bill Clinton avait profité pour devenir président. Hein? Si vous connaissez cet incident, vous qui refusez les témoignages qui sont en dehors du système, je vais vous dire une chose. La police américaine, quelque part en Californie, ils avaient pourchassé un Nord-Américain qui était au volant de sa voiture. Ils l'ont arrêté et ils l'ont tabassé à mort. Ils l'ont donné des coups de poing, des coups de pied, ils l'ont même blessé. Et quand ils sont allés au tribunal, c'était le procès le plus suivi aux États-Unis d'Amérique. Et il y avait déjà une tension en Amérique. Et les juges, donc, de la manière dont ils conduisaient ce procès-là, ils épargnaient les policiers déjà. Disant qu'il n'y a pas de preuves, nous voyons que les policiers avaient raison parce qu'ils ont dit que le monsieur là, le noir américain,
avaient usé de brutalité, d'impolitesse, de violence, et les policiers, s'ils ont agi de cette façon-là, pour tabasser et blesser ce noir américain-là, c'était juste en guise de défense. Self-defense, comme on dit. Tout le monde voulait accepter cette version-là. Jusqu'à ce que quelque chose est venu changer le cours de ce procès-là. C'est-à-dire, pendant que les policiers sur l'autoroute étaient en train de tabasser le noir américain là, il y avait quelqu'un à côté là-bas sur une colline à peu près. Un Américain là, un jeune là, qui avait sa petite caméra. Quand il a vu cette scène, il a commencé à filmer. Et quand il a filmé cela, il est allé garder ça. Il ne savait même pas que cette histoire là-bas allait changer le cours de l'histoire aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'à ce que le procès qui était suivi en direct a commencé à diviser les États-Unis d'Amérique en deux. Il y a eu des tensions entre les Noirs et les Blancs. Jusqu'à ce que ce petit qui avait filmé ça a dit, vois un peu, ça ce n'est pas l'histoire dont j'étais témoin. Il a vu la vidéo à son écran. Il a dit même aux membres de sa famille, non, ce qu'ils sont en train de dire là-bas, ce sont des mensonges. J'ai eu le privilège de filmer cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Ils étaient contents en famille. Oh, nous aurons l'argent maintenant. Cherchons à entrer en contact avec l'avocat de ce noir américain là-bas. C'était Rodney King. Son nom. En anglais, on dit Rodney King. En français, on peut dire Rodney King. La famille là a cherché à entrer en contact avec l'avocat du noir américain, Rodney King. On a remis une cassette à cet avocat. Ils se sont enfermés. L'avocat a visionné. En conclusion, il a salué les gens. Il a dit, nous avons gagné le procès. Bien sûr, il fallait payer l'homme qui a filmé. Et quand il fallait aller trancher les choses, l'avocat de Rodney King a dit à l'audience, quand c'était son tour de parler, bien sûr, il a dit, wait a minute, attendez un peu, j'ai quelque chose que je voudrais vous montrer. Les gens ne savent pas de quoi il est question. Ils ne savent pas de quoi il était question. Il a pris la bande cassette, c'était autant de cassettes. Il a mis dans le magnéto là-bas, l'écran a commencé à parler. L'audience, dans la salle et dans des maisons aux États-Unis, ont vu comment les policiers tabassaient ce noir américain là-bas. Ils l'ont roué de coups, de poing et de coups de pied. Bien qu'il était ivre, ce noir américain là-bas, ce n'était pas la raison pour le taper comme ça. Jusqu'à le tuer, jusqu'à donc l'amener sur le point de le tuer, non. Est-ce que le gouvernement américain avait refusé? Non, parce que ce preuve ne vient pas des juges, ce preuve ne vient pas des policiers qui sont habilités à faire des enquêtes. Nous n'allons pas prendre ça. Il fallait que la preuve vienne des agents secrets des États-Unis d'Amérique, que la preuve vienne des mains des agents de la CIA, le FBI. Congolais, Macherombaya. Les Américains avaient accepté ça comme preuve venant de l'extérieur. Ça chamboulait toutes choses, ça a changé le cours du procès. On a acquitté Rodney King et le père de George Bush, qui s'appelle aussi George Bush, a perdu le pouvoir. Bill Clinton a profité dans cet imbroglio là-bas pour l'accuser qu'il a les yeux tournés vers l'Irak, parce que c'est lui qui a commencé à attaquer l'Irak, au lieu de mettre de l'ordre dans la société américaine. Et Bill Clinton a été voté. C'est cet incident-là qui a changé l'histoire de la vie politique de la famille Bush aux États-Unis. Il était mis à côté après un seul mandat seulement. Et Bill Clinton a profité pour prendre le pouvoir. Les Américains n'ont pas refusé, que parce que la vidéo ne vient pas de la police, ça ne vient pas de la CIA, ça ne vient pas de FBI, non. Une preuve, d'où que ça vienne. Le rôle des juges dans un tribunal, c'est de prendre d'abord ça, pour que ça constitue un dossier, d'étudier maintenant l'authenticité de la pièce pour mieux trancher l'affaire. En France, il y a le média là qui fait fureur, Mediapart.
Mediapart souvent n'a jamais eu des originaux des documents. Rien que des copies, soit électroniques, physiques. Si ça fuite comme ça, il y a aussi Wikileaks. Si ça fuite, ils prennent ces documents là-bas. S'il y a contentieux, on amène les copies au tribunal. Et à partir de ces copies, le rôle des inspecteurs de la police au Congo, c'est quoi? Les FBI, Kalev, hein, ANER. C'est ça, votre rôle. Il y a beaucoup de procureurs généraux au Congo. Votre rôle, c'est seulement malmener le Congolais, tricher au détriment du peuple congolais. C'était ça votre rôle. Prenez tout document qu'on vous présente. Attestez d'abord de l'authenticité, de la véracité du document en question. Pour commencer maintenant à mener vos enquêtes convenablement et trancher l'affaire d'une manière juste. La Cour constitutionnelle a refusé. La CENI a refusé de produire les résultats. Et parmi les résultats qui ont fuité, il y a cette carte. Regardez cette carte. C'est pas bon, il y a trop de lumière. Donc, à la lumière de cette carte, je ne sais pas comment je vais vous la montrer, vous verrez clairement ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Hein? Ça, c'est la carte selon les résultats de Senko et la CENI. Et quand vous regardez très bien, qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous allez bien voir ça. Comment je peux tout... Voilà, un peu comme ça. Vous voyez toute cette partie en mauve. C'est la partie où Martin Fayoulou a gagné les élections. La partie en jaune, c'est la partie de Ramazani Chadar. Et la partie en rouge, c'est-à-dire le 2 Kasaï seulement, c'est la partie là où Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe, c'est-à-dire Kash, la partie où Kash a gagné les élections. C'est où les 2 Kasaï et une partie du Sud Kivu. Une toute petite partie, c'est pas ça doit être le territoire des Bashi seulement. Pourquoi? Parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais a su d'avance le jeu que Vital Kamerhe a toujours joué et qu'il était en train de jouer. Le jeu dans lequel Vital Kamerhe a attiré Félix Tshisekedi. C'est ce qui a fait que le peuple congolais a refusé Kash. Kash était désavoué aux yeux du peuple congolais. On dit, vous pouvez tromper un petit groupe de gens pendant un temps limité. Messieurs, vous ne pouvez pas tromper tous les Congolais tout le temps. Les Congolais savaient déjà la vérité. Mais l'avantage, c'est que vous vous traitez avec un pouvoir sanguinaire qui a tous les moyens de faire taire tout le monde, de tabasser tout le monde, donner des coups de poing à qui ils veulent et de tuer même. Vous avez laissé le peuple, vous êtes allé vous ranger donc aux côtés d'un gouvernement fantoche que vous condamniez vous tous. C'est ce qui a eu lieu. Des preuves. On ne les refuse pas. Si vous étiez des hommes de bonne volonté, il fallait rassembler toutes les preuves que les gens amenaient. La Senko est fait de qui? Des Congolais. La Senko est fait des Congolais. Ils ont le droit d'amener n'importe quelle preuve. Même des photos là-bas qu'on prenait là-bas, au mur. Il fallait les rassembler partout. Ça devait aider au comptage. Ce sont vos cours et tribunaux qui devaient prendre ces documents là-bas, les copies, pour attester de l'originalité. Si vraiment ça ressemble aux documents de la CENI, ce qui se trouve dans le système de la CENI, pour dire oui, c'est un vrai document, et trancher dans la vérité. Vous n'avez pas fait ça. Vous avez préféré vous ranger du côté des oppresseurs du peuple congolais. Et aujourd'hui, il y a maintenant des débats partout. On a proclamé les résultats. Mais quelques jours avant la proclamation des résultats, c'est-à-dire qu'on proclame Félix Tshisekedi comme gagnant, que moi j'ai dit,
il n'a pas gagné ses élections, soyons honnêtes. Et je le dirai encore à haute voix. Il a été nommé par Joseph Kabila. Pourquoi? Pour qu'il puisse protéger les intérêts de Kabila. Et ce qui est regrettable, c'est que malgré tout ce que Joseph Kabila a fait au peuple congolais, malgré tout le mal que moi je ne disais pas, toujours vous les gens de l'UDPS, vous appelez Joseph Kabila Kanambe, le Rwandais, Tokozon Gisayana Rwanda, tout ça, Abomi Batou. Joseph Kabila a tué des gens dans la permanence de l'UDPS, avec des lance-roquettes même. Donc il a diligenté ses militaires là-bas, sa garde rapprochée, donc les Banamura. Vous oubliez les fosses communes de Maluku à Kinshasa? Là, on a tué et enfoui des gens secrètement pendant les manifestations parce que les Congolais ont perdu leur vie. Pourquoi? Non pas par plaisir, parce qu'ils cherchaient la démocratie au pays. Rossi Chimanga, où est-ce que vous le placez dans l'histoire du Congo? Kapangala, où est-ce que vous le placez? Hein, chers Congolais, ayez un peu de cœur. Il y a le juge, ce n'est pas l'homme de droit de l'homme, Chebeya, qu'on avait tué. Où est-ce que vous le placez? Le massacre de Kamouinan Sapou, Monsieur Félix Sekedi, dans ta province, dans ton fief, Kabila, l'homme que tu veux présenter aujourd'hui au peuple congolais comme le père de la démocratie, a fait dans ton fief. Il est allé tuer des milliers de Kassaïens. On te dit il y a plus de 80 fosses communes au Kasaï. Et c'est ce qui avait même causé la mort des 2 experts de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu la vérité. Et si on pouvait les laisser vivants, ils pouvaient faire sortir beaucoup de choses. Mais Kabila avait diligenté son escadron de la mort pour les éliminer afin d'effacer les traces. Et les gens qui ont aidé, qui étaient des cerveaux moteurs, donc pour faire ce massacre là-bas du Kasaï, il y a Bouchabou. Il y a même Ramazani Chadari. Tous occupant de postes supérieurs dans le gouvernement, dans la Kabylie, ont contribué au massacre des Kassaïens. Ils ont déplacé beaucoup de Kassaïens qui sont parvenus même à fuir, à traverser la frontière pour aller se faire réfugier en Angola. Il y a beaucoup d'orphelins au Kasaï. On a vu des vidéos là où les enfants meurent de faim parce que leurs parents ne peuvent plus sortir pour aller dans des champs cultivés. Un désastre au Kasaï. On nous a raconté trop d'histoires. Pourquoi on a tué Kamouinan Sapou, le chef? Parce qu'il n'a pas voulu se plier à la volonté de Kabila. C'est-à-dire de supporter le peuple et aider tout ça. Et on a envoyé la main de l'exterminateur, c'est Bochab, pour vraiment déstabiliser cette chefferie-là. Et aujourd'hui, quand vous, les gens de l'opposition, elle cache, spécialement UDPS de Félix Tshisekedi, vous balayez tout ça d'un revers de la main, vous voulez raconter au peuple congolais que Joseph Kabila, c'est le père de la démocratie, il a accepté de partir. Qui t'a dit que Joseph Kabila a accepté de partir? Kabila est encore au pouvoir. Il est encore au pouvoir. Regardez le schéma, comment est-ce que tu es parvenu là-bas, et regardez le schéma. Kabila a la main sur tout. Les massacres dans l'est du Congo, ça ne vous dit rien? L'état de droit que vous voulez nous proposer, ça commence par l'honnêteté, la justice et la vérité. Mais la façon dont Félix, tu as accepté d'aller prendre le pouvoir nuitamment, d'abord quelques jours avant, les gens peuvent dire quelques jours avant, mais moi je peux dire, tu sillonnais déjà le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya depuis longtemps.
Tu as même un journal là-bas, ougandais, qui avait attesté que tu étais Shamseveni. Tu étais Shamseveni. Tu étais allé faire quoi? Tu peux dire, bla 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 bla. Mais on a expliqué très bien. Comme me disait aussi un autre analyse là-bas, donc de Facebook et de YouTube, où est-ce que tu vois le problème? Si Félix Tshisekedi est allé en Ouganda, alors il y a quoi de mal? En octobre, Félix Tshisekedi est allé chez Museveni pour parler de la sécurité entre l'Ouganda et le Congo. Parler des ZDF Nalu et d'autres sujets là-bas sensibles qu'on n'a pas voulu mettre dans les journaux là-bas. Et je peux vous poser la question, Félix Tshisekedi est allé là-bas en qualité de qui? Membre du gouvernement de Kabila? Sénateur? Inspecteur de la police? Membre de l'Union africaine? De la SADC? Il est allé là-bas en qualité de qui? Qui l'a envoyé? Homme d'affaires? Regardez, il ne faut pas jouer avec le peuple congolais, vous. C'est pour vous dire, peuple congolais, que Félix Tshisekedi était déjà choisi comme le président, dans le noir, beaucoup de mois en avance, par le trio Joseph Kabila, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda. J'ai écrit ça sur Facebook. Les gens m'ont insulté. Il était choisi. C'est-à-dire, il a sillonné toutes ces choses-là. C'est pour cela que leurs histoires là-bas avec Kamere, il fallait qu'ils les fassent au Kenya, Nairobi, tout près des bourreaux du peuple congolais. Et c'est pendant ces tours là-bas obscurs qu'on lui avait dit ce qu'il fallait faire, un comportement qu'il fallait adopter, c'est-à-dire ne pas poursuivre les génocidaires du peuple congolais qui ont tué plus de 8 millions de Congolais. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez vu le discours de Félix Tshisekedi. Oh, je ne veux pas poursuivre, pardon, tout ça. Peuple congolais. Il y a même quelqu'un qui écrit sur Facebook sans honte que le pardon fait partie de l'état des droits. On tue 8 millions, plus de 8 millions de vos frères congolais. Vous voulez fermer les yeux pour l'amour du pouvoir. Quel pouvoir? Que vous n'avez pas d'abord? À 90%? Quand même. Soyez sérieux. Donc, chers frères congolais, Félix était déjà choisi dans des officines obscures de la Kabylie, du Rwanda et de l'Ouganda. C'est pour cela qu'on l'a appelé, pour lui laver le cerveau. Donc, lui donner déjà une position qu'il allait adopter devant la crise qui se passe dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire protéger les bourreaux, les génocidaires du peuple congolais, en commençant en République démocratique du Congo, en allant au Rwanda, en Ouganda. Finir en Ouganda. Vous dites que vous êtes patriote, vous aimez le Congo. N'est-ce pas que vous faites seulement la course pour vous asseoir sur le fauteuil présidentiel? Est-ce que vous avez fini les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? État de droit? Il y a Beni qui vous attend. Il y a Yumbi. Hein? Il y a beaucoup d'autres territoires là-bas, là où on doit aller faire des élections d'abord. C'est-à-dire, dans un état de droit, on ne doit pas proclamer un président. Il ne doit pas prêter serment avant que toute l'étendue, donc tous les territoires congolais soient couverts. Vous êtes en train de courir pour vous mettre sur le fauteuil présidentiel que Joseph Kabila vous a donné, tout en oubliant les gens de Beni, les gens de Yumbi, Lubero, chez les Nandé là-bas. Vos alliés, Kabila, ont avancé des raisons farfelues qui ne tiennent même pas debout. Oh, il y a Ebola là-bas. Oh, il y a insécurité, blablabla. Vous avez vu, les gens de Beni, Yumbi là-bas, ont prouvé à la face du monde que ce sont des raisons qui ne tiennent pas debout. Ils ont expérimenté leur élection eux-mêmes pour prouver que problème de sécurité, c'est faux, il n'y en a pas. Problème d'Ebola, c'est faux, il n'y en a pas. Ils ont organisé leur élection, aller en ligne. Et c'est Martin Fayoulou qui a été plébiscité là-bas. Il a gagné ce coin-là.
C'est parce que c'est pour cela que vous voulez ignorer ce coin de la République. Parce que vous savez que même après avoir triché, Nanga a triché d'une manière stupide. On peut tricher si l'écart entre deux candidats est de 2 ou 3%. Comment pouvez-vous tricher quelqu'un qui a 62 et l'autre a 15? L'écart de 47%. Vous faites sortir le tout dernier de la classe et vous faites de lui le premier. Et quand vous regardez l'écart, il y a 47% d'écart. Vous proclamez le résultat. Oh, Félix Tshisekedi a autant de voix. Martin Fayoulou a autant de voix. Et l'écart, selon les calculs, c'est 1 million en plus de voix. Et selon la démographie, les gens qui ont des cartes d'électeurs à Beni, Yumbi, Lubero et d'autres territoires là, dans le Nord Kivu, ils sont plus d'1 million, c'est-à-dire 1 359 000 personnes. Même dans votre tricherie, si vous attendez la proclamation du président, vous allez organiser les élections là-bas d'abord en mars. Martin Fayoulou va battre votre candidat de paille, Félix Tshisekedi, que vous avez mis là-bas. Et c'est pour cela que vous ne voulez pas entendre parler de ces gens-là. Vous voulez fermer le dossier rapidement. Et quand les Congolais ouvrent la bouche, veulent vous dire non, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas national, ce n'est pas patriotique, ce que vous êtes en train de faire, nous devenons des mauvais. Et vous voulez que nous puissions nous taire parce que c'est vous seuls les propriétaires du Congo. Non, jamais de la vie, on ne peut pas le faire. Et l'Est du Congo, c'est la zone martyre. La plus grande partie de nos frères congolais qui sont morts dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous ne voulez pas y aller là-bas et vous voulez faire croire aux Congolais que quand on vous donne le pouvoir aujourd'hui, c'est quand vous allez donner la paix là-bas. Vous allez donner la paix à qui? Parce qu'on ne va pas donner le pouvoir. Ce sont ces gens-là, les génocidaires du peuple congolais, qui vous ont mis là-bas. Vous n'allez pas protéger les intérêts du peuple congolais. Vous allez protéger les intérêts des génocidaires. Et vous allez dire, non, nous qui parlons, nous avons tort. Comme me disait quelqu'un, non, Félix Tshisekedi, bon, il n'est pas allé au Rwanda, tu mens, comme ça, comme ça. Bon, je vais, pour ton information, je te dis qu'à l'hôtel Béatrice, Kagame et Museveni sont venus voir Félix Tshisekedi, c'est-à-dire ils l'ont confirmé président. Et vous avez même la fierté de nous dire, nous les Congolais, que Kagame et Museveni ont été reçus en catimini, notamment à l'hôtel Béatrice, pour vous dire que Félix est en train de jouer une haute politique. Vous n'avez même pas honte. Pourquoi ils se sont impliqués dans cette histoire? C'est pour protéger leurs intérêts. C'est pour fermer les yeux du pouvoir en place, pour négocier, afin que le peuple congolais ne puisse pas avoir la main sur ce dossier. Sinon, c'est un grand dossier en justice, le génocide du Congo. Aujourd'hui, vous allez nous dire que Kagame, qui était criminel, vous avez crié partout en Europe, en Amérique, Kagame, assassin, génocidaire. Aujourd'hui, Kagame vient voir votre candidat en catimini et vous êtes même fiers de le dire devant le peuple congolais. Raisonnons un peu bien. Kagame vous aime, vous êtes sûr qu'il vous aime? Il aime Félix Tshisekedi? Si un homme d'abord là au Rwanda, on a fait un génocide et le monde entier sait que Kagame est responsable. S'il y a des têtes qu'on doit mettre sur le banc des accusés, Kagame fait partie de ces gens-là. Il est parmi les gens qu'on appelle la cause qui a mené au génocide rwandais. Vous avez vu ce qui s'est passé au Rwanda. Vous avez été témoin. Vous avez lu peut-être. On vous en a parlé. Jusqu'aujourd'hui, Kagame a toujours la haine viscérale
contre ses propres frères Hutus. Il ne veut même pas les sentir comme ça. Malgré qu'il sache que lui aussi a une part de responsabilité dans le génocide du Rwanda. On a tué combien de gens? 800 000 personnes. Mais au Congo, 8 millions, 10 fois le génocide du Rwanda. Mais vous voulez camoufler ça, collaborer avec Kagame, et vous êtes même fiers. On voit les gens de l'UDPS, des intellectuels là-bas, sont même fiers. Kagame est venu voir Félix Tshisekedi en catimini là-bas. C'est la haute politique. Chers frères et sœurs congolais, n'attirez pas la malédiction de Dieu sur vous. N'attirez pas la malédiction de Dieu sur vous. Vous abandonnez cette zone-là. Parce que parmi le deal que Félix Tshisekedi est allé signer avec Joseph Kabila, Museveni et Kagame dans le noir, il y a une clause qui dit qu'on doit laisser l'est du Congo, cette zone là-bas, comme une arrière-cour, là où le Rwanda et l'Ouganda doivent régner en maître. C'est-à-dire, ils s'introduiront pour voler les richesses du Congo. Et d'ailleurs, ils ont réussi à bousculer beaucoup de Congolais, à les chasser de leurs villes et villages. Il y a des terres occupées là-bas. Toi, Congolais, fils d'un Congolais de père et de mère, tu vas entrer dans un deal sale, obscur, satanique, vampirique, pour vendre encore même la mémoire de tes frères congolais. Kagame ne pardonne pas ses frères, ses propres frères Hutus. Il a une haine contre eux. Et tu penses que c'est toi qu'il va aimer? Lui, il est venu au Congo avec Museveni. Ce n'est pas pour vous montrer que Félix Tshisekedi maintenant est un politicien élevé. Non! Il faut être idiot pour penser à ça. C'est pour protéger leurs intérêts, leur personnalité, afin qu'ils ne soient pas poursuivis en justice. Parce que leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait changement au Congo. Et nous tous, nous pleurions. Après avoir échoué de faire partir Joseph Kabila par les armes, comme je l'ai dit, on l'a bousculé. Il n'a pas réussi à changer la constitution pour faire le troisième mandat. C'était ce moment historique que les Congolais avaient en main pour reprendre leur destinée. C'est-à-dire voter un président qu'ils mettraient là, un président du peuple. C'est-à-dire cet homme-là allait avoir ce qu'on appelle un grand support sociologique. Et sur base de ce support-là, le monsieur devait se tenir bras croisés comme ça, avec le poids. Parce que tout ce qu'il allait dire, ça allait sortir. Donc, ça allait être la volonté du peuple congolais. Vous avez balayé tout ça, la volonté du peuple congolais, les voix du peuple congolais, vous mettez ça dans la poubelle. Vous allez privilégier donc les criminels du Congo pour qu'ils puissent continuer à piller, à construire chez eux. Mes chers amis, pensons 2 fois. Pensons 2 fois. C'est vous-même qui criez là-bas. Togozo qui sont en Rwanda. Vital Kamerhe Cameroun. Oh, c'est la caméra de Joseph Kabila dans l'opposition. Vital Kamerhe Cameroun change de couleur. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que Vital Kamerhe devient un saint? Joseph Kabila, qui était rwandais hier, est devenu congolais aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, quand on essaie de vous parler, vous laissez le sujet ici. J'essaie de parler à certaines personnes de l'UDPS, des fanatiques de l'UDPS. Nous parlons de l'acte que Félix vient de poser, la trahison devant le peuple congolais. Trahison, oui ou non? Vous voyez un monsieur là érudit qui ne répond pas. Il te dit, Moïse Katumbi est mauvais. Toi, tu es l'homme de Moïse Katumbi. Tu es mécontent parce que Moïse Katumbi ne reviendra pas au Congo. Mon point n'est pas là. Au Congo, en dehors du Congo, Moïse Katumbi a son argent. Il vivra une bonne vie. Il a son argent. Ce qui nous préoccupe, c'est la vie du peuple congolais. Des Congolais malheureux. Des Congolais que la Kabylie a réussi à appauvrir. À enlever même la dignité humaine pendant beaucoup d'années. C'est ce qui nous préoccupe.
Je te parle de ce qui est sur la table. Les méfaits que Félix est en train de faire. Oh Moïse aussi c'était malfaiteur. Donc c'est-à-dire si c'est comme ça, vous allez nous dire que la politique que vous êtes en train de faire au Congo, on accepte. Moïse Katumbi c'était malfaiteur. Jean-Pierre Bemba c'était malfaiteur. Donc maintenant, la politique que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire c'est comme si vous faites maintenant la course, vous tous, pour faire le mal. Parce que Jean-Pierre Bemba est criminel, Moïse Katumbi est voleur, vous aussi vous voulez prendre le pouvoir pour devenir comme eux. Ce n'est pas ça la raison, c'est bizarre comme réponse. Et ce qui vous a attiré de problème, ce n'est pas nous, c'est vous-même. Qui fait que beaucoup de gens maintenant vous lancent des flèches. C'est-à-dire la façon dont vous avez présenté la famille Tshisekedi, spécialement Félix Tshisekedi, Maboko Pembe, c'est-à-dire quoi? C'est un ange. Il est saint. C'est vous. Personne n'a dit. Nous acceptons. Des politiciens que nous pouvons soutenir, hier, aujourd'hui même, demain, ne sont pas des saints. Ce sont des êtres humains. Ce sont les êtres humains avec leur côté positif et leurs manquements. Mais quand vous nous présentez quelqu'un, c'est Maboko Pembe, vous créez des problèmes d'abord vous-même. Vous attirez maintenant l'attention des gens à checker dans ces mains blanches-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais savent que la famille Tshisekedi, en commençant par le père, ont pris l'argent du temps de Mobutu, du temps de Joseph. C'est pour cela, entendez même, Etienne Tshisekedi disait aux Congolais, Bapesi Mbongo, Zoua Yango, Eza Mbongo Yamboka. Et à force de prendre cet argent là-bas, vous savez d'autres argent. Vous savez ce qu'on en a fait? Quelle cérémonie on a fait avec cet argent? Chers amis, vous allez dire, je suis envoûté. Comment est-ce que vous ne pouvez pas être envoûté à force de prendre l'argent en désordre? Vous allez me prendre l'argent de francs-maçons. L'argent magique là-bas qui va vous faire que vous devenez... Peut-être c'est ça qui fait que vous ne savez plus maintenant faire la différence entre le Congo et les étrangers. Les intérêts des Congolais et les intérêts des étrangers. Le bien et le mal. Vous êtes en train de patauger à contre-courant. On voit des gens discuter. Les gens faire l'apologie de l'escroquerie, de la tricherie, du vol, du mal. Le Congo a des problèmes. Et au vu de tout ça, je me suis arrêté quelque part et j'ai pensé. Et je me suis même demandé, est-ce que le Congolais n'est-il pas artisan de son propre calvaire? C'est tout le mal que nous voyons. On peut condamner les étrangers, oui. Mais parfois, le Congolais aussi est problématique. Le Congolais est problématique. Si vous étiez un grand parti politique historique, non pas seulement dans la bouche, la carte que je vous ai montrée, ça montre le contraire de ce que vous dites. Ça, c'est le résultat sur terrain. Ce ne sont pas des discussions entre Congolais. C'est-à-dire ceux qui vous aiment, ceux qui vous détestent, oh, tout ça. Non. C'est la carte. Si la partie rouge est ce que l'UDPS et l'UNC a eu, 17%, et maintenant prenez ces 17% là-bas, partagés par 2, avec l'UNC. Ça montre, vous avez combien? Vous avez combien? C'est 8% chacun. Donc un parti politique aux élections qui n'a collecté à lui seul que 8%, plus les autres 8 là-bas de l'UNC et quelques miettes, ça vous a donné 17 ensemble. Vous voulez gérer les 60% qui ont voté pour Martin Fayoulou et comme raison, vous voulez maintenant, non, Martin Fayoulou, ce sont des escrocs, comme disait quelqu'un, les Bakongo, les Bangala sont des escrocs. Non, il ne faut pas donner le pouvoir à eux. Non. Respectez la volonté du peuple congolais. Le peuple qui a voté n'est pas dupe. Oh, tu es Katangé, vous voulez Katangé, c'est comme ça. Martin Fayoulou n'est pas Katangé. Martin Fayoulou n'est pas du Sud Kivu. Il n'est pas du Nord Kivu. Martin Fayoulou n'est pas de la province orientale.
Martin Fayoulou n'est pas de l'Équateur. Martin Fayoulou n'est pas quinois. Pourquoi tous ces gens-là ont voté pour lui? Pour que vous puissiez aujourd'hui, donc, vous lever pour donner l'ordre, pour vouloir changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire les 60% des Congolais contre 17 pour vous deux cash et seulement 8 pour l'UDPS à lui-même. Donc vous voulez prendre en otage les 60% des Congolais qui ont voté pour Martin Fayoulou? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est un crime abominable que le peuple congolais n'oubliera pas. Et puis quand on discute avec vous, donnez-nous des arguments convaincants. Oh, vous avez la haine, vous êtes des tribalistes. Non. Moi, je vous dis, cette stratégie, mes chers amis, dites ça aux autres. Moi, j'ai connu ça. Je vous ai dit, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux en train d'écrire et de faire des vidéos. Mon cible régulier, plusieurs fois, a toujours été le Rwanda de Kagame. Excusez, et l'Ouganda de Museveni. Beaucoup de Rwandais kagamistes, quand vous leur parlez du mal que Kagame fait aux Congolais, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez la haine. Vous avez. Donc, vous aussi, vous avez vu que c'est la même stratégie que vous avez adoptée. C'est-à-dire pour menacer, terroriser les autres Congolais. Quelqu'un vous pose la question, quelqu'un se lamente, il dit non, là c'est faux, vous avez menti. Non, mon cher, vous montrez déjà votre haine. Non, ça ne doit pas être, on ne doit pas discuter comme ça. Ça montre déjà que vous avez une barrière. Vous êtes des fanatiques, vous ne comprendrez jamais tout ce qui viendra de l'Est, Ouest, Nord, Sud, même du centre du Congo. Et c'est plus dangereux. Et selon mon expérience, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Et ce que j'ai vu dans les 3 semaines qui ont succédé les élections au Congo, mes chers amis, mieux vaut discuter avec les gens de PPRD de la Kabylie. Parce que ces gens-là peuvent discuter jusqu'à un certain niveau. Quand ils manquent d'arguments, ils laissent tomber. Mais les gens de l'UDPS, UNC, CACH en général, oh mes chers amis, ils n'écoutent personne. Nous ne faisons pas donc, la compétition des arguments. C'est-à-dire j'envoie, tu envoies, j'envoie, tu envoies. Non. Nous parlons pour la République démocratique du Congo. Ce pays que vous êtes en train de laisser encore davantage dans les mains des bourreaux du peuple congolais. Le peuple avait un espoir que finalement maintenant nous allons récupérer notre pays gentiment des mains de Kabila. Que vous tous, vous et nous savons qu'il travaille pour Rwanda, Ouganda et les anglo-saxons. Récupérons notre pays gentiment. Et à partir de là, on va commencer à faire d'autres discussions. Parce que ça fait une vingtaine d'années que ces gens-là sont au Congo. Ça va nous prendre encore beaucoup d'années. Mais il y a toujours un premier pas dans chaque combat, dans chaque guerre, dans chaque bataille. C'est-à-dire récupérons d'abord. Tu sais que le fait de récupérer le pouvoir démocratiquement, c'est-à-dire on donne le pouvoir à celui que la majorité du peuple congolais a voté. C'est psychologique. Ça crée automatiquement la peur dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire c'est ça la volonté de la majorité des Congolais. Et les Congolais l'ont démontré pendant cette élection, pendant les campagnes, que les Congolais sont unis. Les Congolais ne sont pas tribalistes. Les Congolais ont accueilli chaque candidat à la présidence, l'ont applaudi, l'ont écouté. À part quelques incidents là-bas, comme je l'ai dit dans l'Est, parce qu'ils savaient que c'est la traîtrise. Félix Tshisekedi est allé à Lubumbashi. On l'a accueilli là-bas. Vous n'avez pas dit que les Katangais sont des tribalistes. Il est allé dans beaucoup de points, qui ne sont même pas les Kasaï. Vous n'avez pas dit que ces Congolais-là étaient des tribalistes. Vous travaillez avec la machine de la Kabylie. Est-ce que vous avez laissé Martin Fayoulou aller à Kananga, à Mbujimaï? Soyez un peu francs quand nous parlons. Ce sont cette habitude-là de nous défendre par des histoires-là. Comme quelqu'un est venu aussi avec un argument. Oh,
Les autres Congolais ont déjà dirigé le Congo. Il y a déjà eu un Mukongo, Kasavubu, un Mungala, Mobutu, et un Mswahili, Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, qui sont des Baswahili. Maintenant, c'est le tour de Baluba. Selon quelle constitution? Tu vois un intellectuel là, qui met même un tableau là-bas, en train de montrer, oh ça c'est mystique, c'est la compréhension mystique. Nous, vous allez vous montrer quoi, chers Congolais, c'est écrit dans quelle constitution? Si c'était comme ça le tour, selon les langues du Congo, les 4 langues nationales, donc on va aller à la conclusion que vous voulez faire gober aux Congolais. C'est-à-dire, ce tour allait être le tour de Baluba. Si c'était constitutionnel. Vous n'allez pas voir d'autres Congolais d'autres provinces se tenir comme candidat à la présidence. On allait vous laisser, c'est-à-dire on allait voir seulement une ligne de candidats Baluba, 5, 6, 7. Le meilleur allait gagner. Pourquoi? Parce que c'était le tour de Baluba. Mais comme la Constitution ne le dit pas, n'inventons pas ce qui n'est pas écrit dans la Constitution. Et si les autres, dans d'autres pays, avaient cette philosophie-là, ils n'allaient pas construire le pays. Je vous donne l'exemple des États-Unis d'Amérique. Si les Américains avaient aussi l'esprit de dire non, chaque État doit produire un président. Après Californie, c'est nous maintenant les gens de Texas. Après Texas, c'est nous maintenant les gens de Vermont. Ils allaient se battre longuement. Et c'est la médiocrité. On va à la présidence, non pas parce que c'est votre tour. Sinon, la Constitution allait mentionner ça. On va à la présidence parce que vous avez envie de servir le pays. On va à la présidence parce que vous savez que selon la manière dont je suis, le peuple va m'aimer. Je ne suis pas le meilleur, mais quand même, j'aurai des voix plus que les autres. Je vais aider à la construction, à l'avancement, progrès, pacification, donc, de mon pays. C'est pour cela qu'on va se faire candidat à la présidence. Savez-vous quel État aux États-Unis d'Amérique a déjà produit beaucoup de présidents? Faites des recherches. C'est la Virginie. La Virginie, un tout petit État. Entrez sur Google. On va vous dire que la Virginie a déjà produit 8 présidents américains. Deuxièmement, c'est Ohio, que vous appelez en français Ohio. Ça a déjà produit 7 présidents américains. Suivi de New York en 3e position, avec 5 présidents américains. Suivi de Massachusetts. 4 présidents américains et 3 présidents américains sont venus successivement de la Caroline du Nord, du Texas et du Vermont. 3. Et le reste, un président partout. Vous avez l'Arkansas, la Californie, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania et South Carolina. Numéro 1, c'est l'État de Virginie qui a déjà produit beaucoup de présidents. Un tout petit État. Qui ne vaut même pas beaucoup si vous comparez cet État devant la Californie. Devant le Texas, par exemple. En termes même de richesse, le sous-sol, en termes de richesse démographique. L'État qui pèse beaucoup aux États-Unis, c'est la Californie, suivi de Texas. Mais on vous dit, ce sont des États, car la Californie n'a déjà produit qu'un seul président. Dans l'histoire des États-Unis. Donc vous voyez, le Texas n'a déjà produit que 2 présidents seulement, malgré leur grandeur, leur richesse. Beaucoup de milliardaires sont au Texas et en Californie. Pourquoi les Américains disent non, nous sommes un État important, c'est notre tour, c'est notre... Non. Que celui qui mérite, qui est prêt à servir le peuple, celui que le peuple va indiquer que toi, vu tes œuvres, vu la façon dont tu conduis la vie, ce que tu fais. Non, en tout cas, nous voulons que tu puisses conduire les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une question de tour, que c'est notre tour, c'est notre tour. Philosophie mensongère. On est en train de discuter
au lieu de s'en tenir à la réalité sur le terrain, il y a encore des gens qui ont commencé à produire des vidéos. Oh, il y a un pasteur là qui avait mis la main sur la tête de Félix Tshisekedi, il avait dit que l'année prochaine tu seras président. Oh, il est président aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Vous avez même donné des versets. Oh, Félix a choisi le bon côté, c'est le côté de Dieu, tout ça. Vous êtes sûr? La façon dont Félix Tshisekedi est en train d'être fait président, nommé par Joseph Kabila, c'est la volonté divine? Où est la volonté du peuple d'abord? Vous arrachez. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. D'abord, on commence par là. Dieu a inspiré le peuple congolais de voter pour quelqu'un d'autre. Et les preuves scientifiques, démographiques, de la machine de la CENI elle-même, l'info qui a fuité, ça montre que c'est Martin Fayoulou qu'on a voté. Je ne le dis pas parce que je suis fanatique ou quoi, parce que c'est ça la réalité dans le système électronique de la CENI. C'est ça la volonté du peuple congolais. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On commence d'abord par là. Vous avez mis la voix du peuple à côté, c'est-à-dire vous avez mis la voix de Dieu à côté. Pour nous présenter des vidéos. Oh, Félix est dans les mains de Dieu. On a vu même des pasteurs là-bas courir là-bas, poser des mains sur sa tête. Il va commencer avec Dieu. Ne mentez pas les Congolais. Ne mentez pas, mes chers amis. Si c'était la volonté de Dieu, mes chers amis, Dieu, on ne force pas les choses. Quand tu es choisi par Dieu, tu ne dois pas forcer les choses. Je vais vous donner un exemple biblique. À un moment donné de l'histoire, parce que vous savez, la plupart des Congolais sont des biblistes, hein, au moment où Dieu cherchait un roi pour Israël, il voulait remplacer Saül, qui se méconduisait. Dieu a envoyé son serviteur, prophète Samuel, dans la famille de Jessé, pour chercher quelqu'un qui devait devenir le roi d'Israël. Samuel est arrivé dans la famille de Jessé. On lui a présenté beaucoup de gens qui étaient là-bas, des géants, des beaux, tout ça. Enfin, Samuel a dit non. Ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-ci. Jusqu'à ce qu'il a demandé, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Jessé a dit? Il y a un tout petit là qui est en train de garder, c'est pas les moutons là-bas quelque part. On dit, faites-le venir. Et quand David, trop jeune, est entré, l'Esprit de Dieu, dans Samuel, a dit, ah, voici l'homme selon mon cœur. Il a défié toutes les statistiques humaines. Il est géant. Il n'était même pas géant. Un tout petit frère là-bas. Même Jessé, le papa de David, était étonné. Ah, ni Akanjo Katakwa Karwa. David n'a pas forcé. Il n'était même pas à la maison. Si Dieu te choisit, tu ne vas rien forcer, mes chers amis. Tu peux te cacher, fuir. Mais si Dieu a un plan avec toi, il va te chercher même au plus profond de l'obscurité, même de ta cachette, pour te dire, c'est toi que je veux, viens ici. Si vraiment Félix Tshisekedi était choisi par Dieu, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. S'il savait vraiment que Dieu l'avait choisi, il allait se mettre jusqu'à ce que Dieu puisse travailler pour lui. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais Félix Tshisekedi n'a pas attendu. Félix Tshisekedi est allé manger avec le diable dans l'obscurité. Il n'a pas attendu que Dieu puisse lui dire, c'est toi. Sois calme. Tous les calculs de la Senko, CENI, je ne sais pas, tout devait être automatiquement en ta faveur. Parce que tu es le choisi de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas, avec preuve à l'appui. Un pasteur peut te dire des choses. Ne savez-vous pas que le diable aussi prophétise? La même Bible dit qu'il y a des pasteurs là-bas qui ont la puissance de Baal, Dieu Baal, qui les inspire. Ils disent des choses merveilleuses. Si vous n'êtes pas bien avisé, vous allez croire que ce qu'ils disent, ça vient de Dieu. Or, ça vient de Satan. 3 jours
En plus, avant la proclamation des résultats, Tshisekedi était avec Joseph Kabila. C'était d'abord des murmures. L'UDPS a nié d'abord ça. L'UNC a nié. Quand il y a eu trop de tensions là-bas, ils ont fini par accepter. Et Jean-Marc Akabound avait dit, oui, nous sommes en train d'avoir des négociations pour voir comment nous allons faire une passation de pouvoir civilisé entre nous et le pouvoir. Avant la proclamation des résultats, vous faites déjà la passation dans le noir. C'est misala kindoki. Misala molili. Ce qu'on dit en Swahili, makazi yangiza. Oh, vous nous présentez des vidéos. Mes chers amis, on ne joue pas avec Dieu. Et cela ne veut pas dire que si Dieu te pointe, c'est-à-dire les choses seront faciles, automatiquement. Non. Il y a une partie peut-être. Ça peut être automatique, comme Dieu le décide, comme il va le décider. S'il te pointe, ça peut être encore un petit début de difficulté. N'allons pas plus loin. Dieu avait choisi David, que c'est toi qui allais remplacer le roi Saül. Est-ce que David était-il allé s'asseoir sur le trône d'Israël automatiquement parce que Dieu l'avait pointé? Les hommes, avec leur sagesse humaine, les yeux du monde, leur intelligence humaine, allaient nier. Parce que Saül n'était pas parti automatiquement. David a commencé maintenant à se battre. David a commencé à se battre. Lui que Dieu a choisi. Il n'allait pas se battre. Vous allez nous dire non. Mais David s'est battu après avoir été choisi par Dieu, que c'est toi le futur roi d'Israël. Saül n'était pas plus puissant que Dieu. Écoutez-moi très bien. David s'est battu. Ça a commencé. C'était maintenant le commencement de la guerre dans sa vie. Il s'est caché dans beaucoup d'endroits. Il a été même nié par les prêtres. Il s'est caché dans beaucoup d'endroits. Il est allé voir, je ne sais pas qui, même des prophètes ont refusé de le recevoir. Non, si Saül sait que tu es chez moi, il va me tuer. David a couru jusqu'à aller se cacher dans une grotte. Là, il a trouvé les pauvres du monde, les homeless. Tous les bandits étaient là. Et c'est de là qu'est venue l'armée de David. Tout ce monde-là, les pauvres, les délaissés, ont constitué l'armée. Tu vois le plan de Dieu. Il a choisi David, il avait mis toutes choses en place. Si les gens avec l'intelligence du monde, ils pouvaient dire non, comment Dieu a choisi David, mais David devait maintenant se battre. David s'est battu, bien qu'étant choisi. Avec cette armée de délaissés de la société, David a commencé une guerre. Et plusieurs fois, il a rencontré Saül à quelques mètres. Il pouvait même le tuer. Il a même coupé un pan de son habit. C'était quoi? Pour lui dire, mon cher, tu n'es pas choisi. Retourne ton cœur, laisse-moi le pouvoir. Saül ne voulait pas. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, David a eu raison de Saül. Après une guerre, bien qu'étant le choisi de Dieu, elle est devenue le roi d'Israël. Mais au Congo, on a des choisis qui laissent la parole de Dieu, qui vont dans le noir pour chercher le pouvoir chez les génocidaires du peuple congolais, les bourreaux du peuple congolais, ceux qui ont tué plus de 8 millions de Congolais. 10 fois le génocide du Rwanda. Et vous nous dites que ce pouvoir-là vient de Dieu. Moi, si Dieu me choisit, je ne dois pas forcer les choses. Je deviens candidat, je fais tout, je me mets, j'attends la voix de Dieu. Il doit me choisir. Les prophéties, on en donne aussi. Parce que la même Bible nous dit, attention, dans les derniers jours, il y aura des gens qui surviendront là-bas avec des paroles puissantes. Ils feront même des œuvres de puissance. Ils prophétiseront d'une manière éblouissante qui va même vous laisser la bouche bée, étonné. Mais un chrétien avisé, qu'est-ce qu'il va faire?
Il faut sonder toute prophétie, sonder toute parole, tout enseignement. Rien que ce qui est fondé sur l'amour. Car ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter du royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Un miracle, ça ne nous étonne pas. Ce miracle-là, selon l'histoire du terrain du Congo, les preuves à l'appui, c'est venu de Satan. Ce sont les prophètes de Baal. Et tout ce monde que vous voyez qui ont tourné même au Congo, nous sommes en train de prier pour lui. Remarquez, les pasteurs des églises de sommeil qui ont contribué à extorquer l'argent au peuple congolais, à endormir le peuple congolais. Combien de pasteurs congolais ne sont pas des escrocs? Hein? Beaucoup sont des escrocs. Vous connaissez l'histoire, je n'ai rien à vous enseigner. Donc mes frères et sœurs, ne venez pas vers nous avec cette histoire là-bas de prophétie. Il faut sonder toutes choses. Nous avons sondé ça. Dieu ne peut jamais vous donner un cadeau empoisonné. Dieu ne peut jamais produire un président menteur, un président tricheur, un président qui va cohabiter avec les tueurs du peuple d'Israël. Sinon David, quand on lui avait dit c'est ça l'homme selon mon cœur, il allait commencer à forcer les choses. David ne s'était pas levé pour forcer les choses, afin d'aller maintenant cohabiter avec les Philistins, parce qu'ils sont géants, pour qu'ils puissent venir l'aider à prendre le pouvoir. C'est ce que Félix Tshisekedi a fait. Si vous êtes nourri de ces prophéties-là, il fallait attendre que Dieu vous proclame. Mais Dieu a montré le contraire, qu'il ne vous a pas choisi. Les données de la CENI ont montré que c'est Fayoulou avec plus de 60%. Et la pratique sur terrain nous dit que tu es allé pactiser avec les ennemis du peuple congolais, le peuple de Dieu. Ceux qui ont tué le peuple congolais, qui ont arraché leurs terres, qui ont volé leurs richesses et qui continuent à les tuer. C'est ceux-là qui t'ont mis au pouvoir. Ce n'est pas le peuple congolais qui t'a mis là-bas. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est ça. La présidence de Félix Tshilombo Tshisekedi ne vient pas du peuple. C'est Kabila qui l'a nommé. Je le dis et je le dirai encore. Vous savez, le métier que nous faisons, de défendre la vérité, le droit de l'homme, moi je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. On nous a toujours dit, si tu es dans la vérité, si tu remarques, tous les défenseurs des droits de l'homme sont des gens solitaires. Ce n'est pas facile de défendre la vérité parce qu'en face de toi, il y a la masse. Beaucoup de gens, vous savez, ne demeurent pas dans le droit chemin, dans la défense des droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire à la masse. Oh, si je dis ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont fanatiques de Félix Tshisekedi, ils vont me détester, oh, ils vont me haïr, ils ne seront plus mes amis. Oh, si je dis ça, ils vont commencer à dire que je suis peut-être tribaliste. Ah, si je dis ça, tu ne vas pas travailler pour la justice. C'est pourquoi Mahatma Gandhi, l'Indien que vous étudiez aujourd'hui, avait dit quoi? Si personne ne répond à ton appel, marche seul, marche seul. La voie de la justice, ce n'est pas la voie populaire. C'est la voie de peu de gens. C'est pourquoi la Bible même dit, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Pour vous dire encore, ce n'est pas ce que vous voyez, la masse, le bruit que nous faisons sur Internet. C'est que nous savons nous tous. Et je suis sûr que même les gens de l'IDP savent, là où ils sont, que Félix a triché. Mais c'est le fanatisme là. Ils veulent que ça reste comme ça. Ils savent ça. De mon côté, je m'en fous. Que tu sois mon propre père, ma propre mère, mon propre frère ou bien ma propre sœur. Le combat qui est ici au Congo aujourd'hui, qui montre clairement que le peuple congolais a fait un choix. Beaucoup d'experts du monde entier, au Congo, en dehors du Congo, en Afrique, partout, ont eu des documents. Ils ont comparé, même les maîtres de l'Internet, les Américains. Tu ne peux pas tromper. Ils ont tous reconnu
que le fichier électronique qui a fuité, c'est le véritable. C'est Martin Fayulu qui a gagné avec plus de 62%. S'ils ne vont pas au Congo défendre les Congolais, c'est très simple. Ils sont plus malins que vous, les dirigeants congolais. Ils défendent leurs intérêts. Ils savent très bien que Martin Fayulu a gagné. Non pas lui en tant que... Le peuple congolais l'a plébiscité, l'a aimé lui. Mais comme Kabila ne veut pas partir, si on commence à pousser les choses, ça va créer des problèmes. Maintenant, il laisse le peuple voir la réaction du peuple congolais. Le peuple va-t-il accepter que cette bêtise demeure comme ça? Ou bien le peuple va se révolter? C'est comme ça. Ils sont comme ça en train de regarder. La dernière action reviendra au peuple congolais. Même quand ils ne font rien, je vois même des gens sur Internet. Oh, la France a accepté la candidature de Tshisekedi. Oh, tel pays a accepté, tel homme politique a accepté, tel homme influent a accepté. Ils acceptent parce que leurs intérêts sont au Congo garantis, c'est-à-dire souffrez, ne souffrez pas, ça ne leur dit absolument rien. Oh, Gabriel Kyunga vient de reconnaître que c'est lui le président élu. C'est le président élu. Donc aujourd'hui, vous allez me dire, moi, Mac, que Gabriel Kyunga devient votre thermomètre politique. Celui qui reconnaît les vrais et les faux présidents. Et quand même vous parlez de Gabriel Kyunga, vous les gens de l'UDPS, vous allez nous dire que vous aimez Gabriel Kyunga, vous jouez avec lui franc jeu. Ne soyez pas hypocrite. Beaucoup de gens avaient peur de Kyunga, étant Katangé, connaissant les antécédents, l'histoire dans le passé. Ils craignaient que si Kyunga se lève et dit que où est Félix à tout me reconnaître, comme il avait dit au temps de Mobutu. C'est-à-dire, on allait bloquer le Katanga. Et ça allait être le commencement d'un mouvement d'insurrection. Et le Kivu aussi allait prendre. Et celui qui contrôle le Nord Kivu, hein? Nord Kivu même sud, le côté est du Congo, il y a trop de coltans maintenant. Et celui qui contrôle le Katanga. S'il se coupe de la capitale, c'est la vérité. Kinshasa tombe. C'est cette peur-là que beaucoup de gens avaient. Ce n'est pas parce que vous dites non. Qu'est-ce que Kyungu va dire? Il va refuser, il y aura des ordres, Félix va perdre. Parce que le Katanga, jusqu'à preuve du contraire, pèse dans l'ordre, bien dans le désordre du Congo. C'est ça la vérité. Donc, mes chers frères et sœurs, les conséquences maintenant de cette nomination de Félix Tshisekedi à la présidence par Joseph Kabila, c'est quoi? La démocratie congolaise a été poignardée encore par les Congolais eux-mêmes. La soif du pouvoir. Il y a déjà division dans le pays. Si vous n'avez pas vu ça, si vous n'avez pas encore vu cette division physiquement, sachez qu'il y a déjà division dans l'esprit, la psychique des Congolais jusqu'à aujourd'hui. Conséquence, c'est-à-dire, le pouvoir du Congo continuera toujours à servir les bourreaux, ceux qui nous ont tués. Si Kagame, j'ai dit, n'a pas su pardonner les Hutus, ses frères, hein? Mais vous allez pardonner Kagame. Congolata vous va venir, hein? Donc c'est la bonne diplomatie. Nous allons faire quoi? Donc le Congo sera dans la servitude. Les conséquences de cette nomination de Félix Tshisekedi à la présidence du Congo. C'est ça. Et ça montre que l'UDPS, contrairement à ce que vous dites, vous les gens de l'UDPS, était un grand parti politique. Dans le passé, on peut dire oui. Mais l'UDPS n'est plus. Je faisais même des débats avec des gens sur WhatsApp partout. L'UDPS n'est plus un parti. C'est l'illusion, la mythologie. Parce que si l'UDPS était un grand parti politique, il pouvait aller aux élections seul. Pour dire non, nous couvrons 60%, même 70% des Congolais. Nous n'avons pas besoin de faire des alliances. Laissez-nous aller seuls. L'UDPS allait
devaient aller aux élections seuls. Ils ont pesé le terrain. C'est pourquoi il fallait faire des alliances. Moi, quand Félix disait, non, nous sommes un grand parti, on devait nous donner, nous. C'était lui donner pour servir Kabila. Et la plus grande prière, comme je l'ai dit, des gens de Cash, c'était que les gens de la Mouka se fâchent et laissent pour qu'ils puissent continuer leur dire avec Kabila. Vous avez accepté une alliance, vous, un grand parti historique. Vous avez accepté avec UNC qui s'est dit aussi un grand parti de masse. Vous savez, Vital Kamerhe dit non, tout ça. Résultat sur terrain, 17%. Non, 15%. Trop peu. Trop peu de pourcentage pour les deux grands partis. C'est pour vous dire, il ne faut pas prendre le peuple congolais pour des dupes. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher devant cette vérité claire qui saute aux yeux de tout le monde. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est un grand dossier, on peut continuer à parler, ça nous prendra beaucoup d'heures, et ce n'est pas la dernière fois, j'y reviendrai encore avec d'autres sujets. Le débat ne finira pas aujourd'hui. Prenons d'abord ceci, analysons ça, et nous reviendrons pour ajouter selon d'autres idées qui nous viendront. Je vous salue, cher peuple congolais, encore de courage. Le dernier mot revient au peuple congolais. Votre futur, vous devez le former vous-même. Votre avenir ne doit pas être donc confié à un club de politiciens aventuriers qu'on a à Kinshasa. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, comme conclusion, le changement au Congo, ça ne doit pas venir de ces politiciens médiocres que nous avons, de ces politiciens égoïstes, trafiquants de la vérité, donc prédateurs, qui veulent seulement manger, boire, tout en oubliant les intérêts du peuple congolais. L'avenir du peuple congolais doit être formé par le peuple lui-même. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis en train de le dire, parce que je suis contre Félix, non. Suivez mes vidéos partout. J'ai toujours dit que c'est le jour où le peuple congolais lui-même se lèvera. C'est le jour où le vrai changement entrera au Congo. Quand vous vous êtes levé en masse pour aller vers les urnes, pour choisir un candidat, vous avez vu que les rapaces, les prédateurs, les vautours ne veulent pas ça. Au Congo, en Afrique et en dehors de l'Afrique. Comprenez que ce n'est que le jour où vous allez vous lever vous-même que vous allez dire votre dernier mot, que vous allez prendre votre destinée en main. Beaucoup de pays ont dit oui pour se rétracter encore. Pourquoi? C'est pour préserver leurs intérêts au Congo. Ils voulaient d'abord voir la pression. Quand on voit que le peuple congolais est calme, l'Afrique du Sud a ses intérêts, le barrage d'Inga. Ça dit, ils sont là, comme il n'y a rien, bon, que ça reste comme ça. Donc, peuple congolais, la balle est dans votre camp, c'est votre droit. Vous avez gagné, c'est votre victoire, faites-en ce que vous voulez. Personne ne viendra vous dire ce qu'il faut en faire. Faites ce qui vous passe par la tête. La victoire ou la mort. Ne jamais trahir le Congo. Le pays est encore dans les griffes des rapaces. On a encore beaucoup de choses à faire. Soyez bénis. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu bénisse le peuple congolais et toute personne de bonne volonté qui aime voir la paix, la prospérité et la justice retourner au Congo. Bye bye. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles